Bachelet et Chavez. Je sais que c'est une affirmation polémique, mais en tout cas, c'est ce que je pense. On a eu démocratie, gouvernement progressiste, on a eu la croissance. Si vous voulez, pour la période 2000-2012, aux environs de 4% en moyenne. On a eu quelque chose de tout à fait nouvel pour l'Amérique latine, une inflation sous contrôle. Pour vous donner tout juste un seul chiffre, on est passé de l'inflation en moyenne d'environ 40% en 1995 à une inflation aux environs de 6% l'année 2013 et 2014. Donc, quelque chose aussi de tout à fait nouvel. En plus, il y a eu aussi un processus tout à fait particulier pour l'Amérique latine. C'est un processus de désendettement. L'Amérique latine était connue pour les crises d'endettement. C'était connu la crise mexicaine, la crise argentine. C'était des crises très récurrentes. Par contre, dans cette période, on a eu un processus de désendettement. Si vous voulez un chiffre, on est passé aux environs de 40% du PIB comme dette. C'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire par rapport à l'Europe, par rapport à la Grèce. Le fait que vous devriez bien avoir quelque chose comme ça. Mais on est passé d'environ 40% du PIB de dette à la fin des années 2000 à un endettement qui ne dépasse pas les 20% du PIB en ce moment. Et tout cela, pour en finir, avec une très importante diminution de la pauvreté. De 48% de la population, nous environ de la moitié de la population latino-américaine en condition de pauvreté, on est à la fin des années 80, on est passé à un pourcentage de pauvreté d'environ 28%. Ce qui représente quand même 150 millions de personnes en condition de pauvreté aujourd'hui en Amérique latine, ce qui n'est pas négligeable. L'Amérique latine, dans la lutte contre la pauvreté, elle a très bien réussi. De façon générale, il y a des pays qui ont réussi spécialement bien. C'est le cas de la Bolivie, c'est le cas du Brésil, c'est le cas du Chili aussi. Et il y a un grand pays qui n'a pas réussi dans ce domaine, c'est le Mexique, qui à peu près a maintenu le même pourcentage de population en condition de pauvreté aux environs de 40%, ce qui est un chiffre très très élevé. Or, et ça c'est mon deuxième point, malgré ce cycle tout à fait exceptionnel, il faut quand même noter la persistance de ce qu'on pourrait appeler les obstacles structurels, les problèmes structuraux les plus classiques de l'Amérique latine. Je vais insister sur 4. Premièrement, sur le plan productif, il y a une certaine reproduction de ce qu'on pourrait appeler la désarticulation productive de l'Amérique latine. Il y a eu, pendant ce cycle exceptionnel, une forte tendance à ce qu'on peut appeler une certaine reprimarisation de l'économie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le fait que les matières premières deviennent, non de moins en moins, mais de plus en plus importantes dans les exportations des principaux pays. Un chiffre, d'après la CEPAL, entre l'année 2000 et 2012, on passe d'environ 40% des exportations pour les poids des matières premières, on passe de 40 à 60% des exportations de matières premières dans le total des ventes à l'étranger. Dans ce processus, il y a un acteur qui est tout à fait fondamental. Ça s'appelle la Chine. La Chine est devenue le principal marché pour la plupart des pays de l'Amérique du Sud. C'est le cas du Chili, c'est le cas du Brésil, c'est le cas de l'Argentine. Donc, un marché très important. Mais, du point de vue qualitatif, la Chine encourage les retours au schéma le plus classique centre-périphérie. C'est-à-dire, on achète des matières premières et on vend des produits manufacturés. Je disais qu'il y a 4 obstacles que j'appelle structurels pour bien comprendre la situation actuelle de l'Amérique latine. Il y a la désarticulation productive. En deuxième lieu, une très faible cohésion sociale. C'est vrai, je le disais au début, il y a eu une très forte diminution de la pauvreté.
Mais il ne faut pas confondre la lutte contre la pauvreté avec la lutte contre les inégalités. Il y a diminution de la pauvreté et maintien des inégalités. Les coefficients Gini, c'est les coefficients classiques pour mesurer l'inégalité, qui va entre 0 et 1. Au Chili, en Amérique latine, ça se situe comme moyenne, et ça c'est une moyenne qui correspond à la plupart des pays, se situe aux environs de 0,5, ce qui représente l'indicateur le plus élevé de toutes les régions du monde. L'Amérique latine est plus inégale que l'Afrique. Si vous voulez, par rapport, par exemple, à la moyenne de l'OCDE, il y a vraiment un écart très important, 0,5 contre 0,34, qui est la moyenne pour les pays de l'OCDE. Il y a aussi d'autres indicateurs. Il y a un économiste chilien qui s'appelle Gabriel Palma, qui est très connu, il a produit un autre indicateur qui est plus sophistiqué que l'indice Gini et qui donne des degrés d'inégalité encore plus grands. Or, point important dans cette question de la cohésion sociale, il est très à la mode de parler de nouvelles couches moyennes en Amérique latine. Ce sont effectivement des couches moyennes qui se sont constituées dans ce nouveau cycle, avec l'essor des commerces internationaux et tout ça. Or, et ça c'est le point que je voudrais souligner, il ne s'agit pas des couches moyennes classiques. Il ne s'agit pas de couches moyennes avec une situation bien établie, ayant laissé de loin la condition de pauvreté. Il s'agit plutôt de couches moyennes très précaires, très vulnérables. Il y a une étude qui vient de sortir, ça a été fait par une sociologue chilienne qui a été ministre de la Planification par ailleurs, Clarissa Caldi, qui a fait une étude sur 18 pays et qui montre qu'en moyenne, la vulnérabilité dans les pays de l'Amérique latine touche aux environs de la moitié de la population. Par exemple, dans un pays comme le Chili, que je connais le mieux, avec un pourcentage de pauvreté qui est très faible, moins de 15%, la partie de la population qui est vulnérable, qui a donc les risques d'un retour à la condition de pauvreté, est aux environs de 50%. Ce qui explique beaucoup mieux les difficultés politiques, les tensions sociales existantes dans notre pays. Quand on parle tout simplement de l'émergence de nouvelles couches moyennes, sans faire cette précision-là, à vrai dire, on a du mal pour bien comprendre la complexité de la situation politique et sociale de nos pays. Troisième point, je disais, désaccumulation productive, faible cohésion sociale. Il s'agit aussi d'une région très peu intégrée entre les différents pays. Un chiffre. Dans l'Union européenne, les échanges intra-régionaux, les échanges entre les pays de l'Union européenne, représentent à peu près les 2 tiers du total. En Amérique latine, ça n'arrive même pas à un quart. Donc, l'intégration des pays de l'Amérique latine ne se fait pas avec les pays de l'Amérique latine, se fait essentiellement avec l'extérieur. Et dans les conditions actuelles, essentiellement avec la Chine, mais dans les conditions de la reproduction d'un système centro-périphérique. Il n'y a pas en Amérique latine, si au niveau commercial, l'intégration est très faible, au niveau économique, elle n'existe pas. Il n'y a pas de coordination macroéconomique, on a une certaine tendance à la dévaluation sauvage qui entraîne des conséquences très négatives pour les pays qui doivent le subir. Les efforts visant par exemple à constituer une banque du pays du Sud n'ont pas réussi à voir le jour. Il y a encore une très faible intégration physique. Pour l'Amérique latine, pour l'Amérique du Sud, ce serait très important d'avoir par exemple des couloirs qui puissent intégrer le Pacifique et l'Atlantique. Pour l'instant, il n'existe encore pas. Il y a, il faut le dire, un certain nombre de progrès sur le plan de la concertation politique. Il y a UNASUR, il y a la CELAC, mais il faut dire que ce sont quand même des processus encore très préliminaires et très précaires. Et mon quatrième point sur le problème, les obstacles structurels,
ça concerne plutôt la dimension politique. Tu vois qu'il y a une certaine, c'est ce qu'on pourrait appeler une certaine frustration avec la démocratie. On est passé, il est vrai, c'est ce qu'on appelle la décennie perdue, qui contraste énormément avec ce cycle exceptionnel dont je parlais tout à l'heure. C'était la décennie des années 80, dans laquelle dans la plupart des pays, il y a eu des dictatures et les stagnations économiques. C'était l'enfer. Dans les luttes démocratiques de cette période-là, il y a eu aussi l'espoir que la démocratie allait résoudre les principaux problèmes, pauvreté, inégalité. Or, je crois qu'aujourd'hui en Amérique latine, il y a des secteurs importants, à mon avis trop importants, qui considèrent que la démocratie n'a pas été à l'auteur de ce espoir. Là, je parle de temps, vous pouvez voir par exemple une étude qui est très importante concernant cette question, que c'est l'Latinobaromètre, qui montre que dans la plupart des pays, aux environs 50% de la population ne s'intéresse pas à la démocratie. Ils sont soit partisans d'un gouvernement autoritaire si jamais il arrive à résoudre les problèmes, ou ils sont soit indifférents. Mais c'est une bonne moitié de la population qui n'est pas spécialement attachée à la démocratie. Et, point délicat aussi sur le plan politique, je crois que, on peut le dire en français, érosion, c'est l'érosion des leaderships qui ont été très importantes pendant les cycles exceptionnels. Il faut le dire, je le dis avec respect, mais il faut le dire, Maduro n'est pas Chavez, Dilma n'est pas Lula, Cristina n'est pas Nestor. Et, je le dis encore avec beaucoup d'attention, Bachelet du premier gouvernement, ça, il faut être encore plus précis. Bachelet doit reconfirmer le leadership qu'elle a réussi à constituer pendant le premier gouvernement. Je crois qu'elle a tous les moyens de récupérer le soutien